Ah bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, pour une interview cette fois. Vous ne la voyez pas, parce elle garde l'anonymat, mais elle est bien là. Je suis avec Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Alors c'est un prénom d'emprunt, Oui, je crois. oui, j'ai choisi le prénom de ma grand-mère, voilà, qui s'appelait Zoé et qui a traversé la guerre, 39-45, donc voilà, c'est un hommage, à elle. On se Très bien, rejoint. parfait. Oui, Donc moi aussi j'ai une pensée pour mon arrière-grand-père qui est mort en déportation pour fait de résistance et auquel je rends régulièrement hommage. Donc les anciens, c'est très important et les mmh, modèles. On en a besoin dans ces temps troublés. Donc Zoé, tu es une souscriptrice et dans nos échanges récents, on s'est dit que tu avais une expérience intéressante à partager puisque tu es une soignante qui ne s'est pas faite vacciner, mais tu as bien rebondi, contrairement à certains qui ont accusé le coup et comment leur en vouloir parce qu'ils ont subi là vraiment quelque chose de très très grave et de très puissant. Et donc toi, tu vas donner ton témoignage. Alors déjà, je vais te laisser te présenter, euh, sans évidemment donner trop d'informations qui permettraient de t'identifier, mais qui permettra aux gens de comprendre d'où tu parles, parce que certes, tu as été une soignante non vaccinée, mais tu n'as pas été au front complètement. Donc je te laisse le temps qu'il te faut voilà, pour te présenter. oui, merci. Donc, je suis, donc, psychologue et je travaillais dans un centre, de soins, depuis, donc, 23 ans. Et voilà, j'assumais bon, bah, des fonctions de consultation, mais aussi certaines fonctions d'accompagnement d'équipe. J'intervenais aussi dans d'autres établissements que le mien, d'autres établissements où j'étais détachée d'une certaine manière. Et puis j'étais chargée sur un niveau régional d'organiser des événementiels autour de la prévention en santé mentale. J'étais également formatrice, voilà, pour délivrer comme ça du savoir, hein, auprès de collègues soignants également. Et voilà, j'occupais toutes ces fonctions-là depuis de nombreuses années avec un fort engagement de mon point de vue. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, donc tu peux expliquer peut-être comment tu as découvert mes enquêtes et Oui. comment ça t'a aidé dans ce cheminement? Oui, alors bon, déjà merci de me donner la parole, hein, moi qui l'ai pas eu pendant très longtemps. Et j'ai été très longtemps dans une forme de brouillard, déboussolée et désorientée, jusqu'à décembre 2021, où un ami m'a dit: «Mais tu devrais écouter Jean Robin». Enfin, plus précisément, il m'a dit: «Arrête de chercher, c'est la Chine. Tu devrais écouter Jean Robin, et acheter son livre sur Anatoly Golitsyn». Donc 2 noms, Jean Robin et Anatoly Golitsyn. Et à partir de là, voilà, j'ai cheminé. Je t'ai écrit de temps en temps, des fois, bah, pour te remercier essentiellement. Et puis, voilà, plus récemment, j'avais voulu commenter le documentaire Arte, paru récemment là sur Poutine, la Chine et l'Iran. Voilà, du coup, maintenant je me sens capable aussi de regarder l'actualité et d'observer, ben, ce qu'on nous dit pas, ou voilà, ou voir, voilà, ce qu'on décide de ne pas nous dire, quoi. Voilà. C'est ça, et la grille de lecture change vraiment tout, parce que Ah beh oui. c'est ce brouillard dont tu parles. Si on n'a Mmh. pas les bons arguments Mmh. et qu'on ne voit pas comment on nous manipule aussi, parce qu'il Oui. faut savoir ce qu'on nous dit, mais déjà Mmh. comment on nous le dit, et puis surtout ce Mmh. qu'on ne nous dit pas. Mmh. Et ça, si on n'a pas les bons faits, donc je te remercie d'être devenue souscriptrice, je crois, fin 2021. Tu es Oui. satisfait de ta Ah oui. souscription? Oui. Oui, oui, je suis satisfaite, je l'ai renouvelé. J'ai beaucoup informé autour de moi. Alors après, effectivement, je suis face
avec surprise, parce que moi, ça m'a libérée d'une certaine manière. Bon, ça a aussi ouvert, beaucoup de réflexions, mais, je suis toujours, assez surprise de voir, le déni général, même des gens, voilà, qui a priori me font confiance dans la relation et dès que je commence à aller sur la question de mais la Chine, voilà, même, de proposer la lecture d'Anatoly Golitsyn, voilà, de laisser pardon, chacun cheminer non, c'est pas possible. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a un impensable, et qu'il faut dépasser cette question-là mais tant qu'on est dans ne pas pouvoir le penser, parce qu'effectivement, c'est énorme, hein. Quand on est dans ne pas pouvoir le penser, eh bien, on reste là, comme je disais, désorienté, déboussolé et c'est vrai que voilà, de vous écouter, bon, pas que vous aussi, hein, les interlocuteurs, notamment sur les conférences internationales, d'Ian Nyquist, tout ça, enfin voilà, tout ça, ça m'a redonné une boussole, hein, pour, donc j'ai essayé de monter en compétences aussi ces dernières, années. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est, de mon point de vue, très important. Oui, bah, écoutez, si Mmh. j'ai Mmh mh. participé à cela, tant mieux et on va parler de ce déni. Donc juste pour ceux qui ne savent pas, Anatoly Golitsyn, auteur de Des mensonges pas si nouveaux et La supercherie de la perestroïka, qui explique que le communisme n'est pas mort, mais il a fait le mort. Donc ce qui explique, qu'il soit encore vivant aujourd'hui et qu'il n'y ait pas Mmh. eu de tribunal de Nuremberg du communisme, hélas. Donc ce que je vous propose, on l'a un peu préparé à l'avance, donc c'est de refaire avec vous, la séquence de la pandémie et de ses conséquences, dans l'ordre chronologique pour que vous puissiez réagir et vous disiez de l'intérieur ce que vous avez vécu vous et puis vos collègues ou amis soignants. Donc, bah, évidemment, on commence par l'arrivée de la pandémie. Donc, on ne sait pas encore que c'est une attaque biologique. D'ailleurs, la plupart des gens ne l'ont toujours pas compris, puisqu'on ne leur a pas expliqué et on leur a caché. Donc, les premiers malades sont rapatriés sur le sol français. Et dans le même temps, on envoie des masques à la Chine, parce qu'il leur en manque, soi-disant, alors qu'ils ont aspiré plein de ces masques un peu partout en Occident. Mais ça, on ne le sait pas non plus. On va le découvrir peu de temps après. Comment vous vivez cette arrivée de la pandémie à ce moment-là, venant de Chine? Alors, donc nous, on a été bon, moi, au début, j'étais peut-être un petit peu comme tout le monde, à pas, trop savoir, quoi penser sur ce qu'il se passait. Donc, par rapport au service sur lequel j'intervenais, assez rapidement, il a été, fermé au public et on nous a demandé d'être exclusivement en télétravail. Donc je ne pouvais plus, consulter, en présentiel. Et je consultais mes patients uniquement par, téléphone, voilà, ce qui pour moi était pas du tout, satisfaisant. Et les 15 premiers jours, je dirais, voilà, je trouvais, bon voilà, enfin je subissais un peu comme tout le monde, cette situation. Alors juste il y a quelque chose quand même qui m'est revenu à ce moment-là, c'est que, il se trouve que j'avais fait un voyage en Chine, en 2001 ou 2002, je crois, enfin au moment du SARS et j'étais là-bas au moment où ça a été, déclenché cette histoire-là et ma famille me contactait à ce moment-là pour me demander de revenir, de rentrer en me disant, «On voit depuis la France des images de rues entières avec, donc des Chinois avec des masques, c'est dangereux, il faut que tu rentres». Et donc moi j'étais, notamment à Shanghai et ces rues, remplies de gens avec des masques, n'existaient pas. Enfin, il n'y avait pas, les images qui existaient en France, qui étaient montrées au public français, moi je ne voyais pas du tout et pourtant j'étais à Shanghai, j'étais pas, donc ça m'avait marquée. Donc de retour en France, ma direction m'avait demandé de rester chez moi pendant 15 jours pour, rassurer, mes collègues. Donc j'avais déjà vécu quelque chose comme ça et ça m'est revenu à ce moment-là, avec aussi, la question alors c'était le même nom, SARS et puis, la Chine.
et donc j'étais avec ça, mais sans savoir, forcément quoi en faire. Donc le confinement et puis, pardon? Juste avant de parler du Oui, confinement, mais c'est important ce que vous dites parce que oui, on oublie, cette histoire du SARS en 2003, parce que 2003. suite à ça, puisque Raffarin était Premier ministre à ce moment-là, c'est le collabo ultime de la Chine et Chirac l'a envoyé en Chine à ce moment-là. Alors vous êtes peut-être croisés à l'aéroport ou je sais pas où en Chine là-bas Oui, et c'était pour exporter le P4, dont, Mérieux et Raoult, ont fait partie. Puisque Raoult y est allé ensuite en 2005. Et donc, on a exporté cette arme biologique, cette capacité à faire des armes biologiques, sous prétexte qu'il y avait eu une pandémie de Covid. Donc, déjà, on l'appelait, il me semble, comme ça, de SARS. SARS. Et donc, tout a commencé comme ça. Et en 2020, du coup, ils ont pu balancer leur attaque par la suite. Et c'est là aussi du coup que j'ai eu, un début de défiance par rapport aux médias puisque, ces images qui étaient montrées aux Français à ce moment-là, qui avaient affolé, mon entourage, moi je ne voyais pas du tout, de quoi il était question alors que j'étais restée même plusieurs jours après, le déclenchement de cette histoire et je me souviens aussi qu'au retour dans l'avion, il n'y avait aucune mesure particulière. Sauf que, en arrivant à l'aéroport, on nous avait pris nos passeports, il y avait des gens avec des masques et des gants, ils avaient pris nos passeports, ils les avaient regardés et puis on était partis dans les couloirs et tout le monde s'était dispersé, dans l'Europe entière. Donc c'était des sortes de mesures, étranges qui n'avaient, pour moi aucun sens, quoi. C'est-à-dire où on prend des mesures du début à la fin, du transport des voyageurs, où on les prend pas, mais pas 5 minutes avec des gants pour regarder nos passeports qu'on avait déjà montré X fois et qu'on allait remontrer, pareil. Donc voilà, ça m'est revenu à ce moment-là. C'était un épisode que j'avais oublié, mais ça m'est revenu à ce moment-là et j'ai trouvé des choses, voilà, à partir de là, j'ai trouvé des choses un peu étranges. Oui, Et ce que vous dites, ça fait écho à ce qu'on a vu ensuite, fin 2019, début 2020, avec des Chinois qui tombent dans la rue, comme ça, oui, net, qui ont été très relayés dans les médias, alors que c'était du fake, là aussi, et c'était de la part de la Chine une manière de nous faire peur et de nous dire qu'il fallait vraiment alors confiner et tout ce qu'on va voir par la suite. Alors ensuite, l'étape d'après, c'est évidemment le manque de matériel de protection, des masques et des blouses. Donc, les premiers malades sont arrivés, on les soigne, et là, les soignants n'ont pas de masques et de blouses. Donc, vous, comment est-ce que vous vivez ça? Vous n'êtes pas directement face à des patients, à des malades, mais est-ce que vous avez des retours des gens qui le sont? alors, j'avais des collègues à l'époque qui, puisqu'on avait des lieux d'hébergement, donc j'avais des collègues à l'époque qui avaient dû rester, en relation directe, avec les patients ou tout au moins, le temps de leur retrouver un lieu d'hébergement. Et effectivement, ils n'avaient pas de moyens, particuliers, donc ils faisaient, comme ils pouvaient, avec, des histoires de désinfection, et je les avais au téléphone, et tout semblait, très étrange. On avait, un ennemi, invisible, des moyens de protection, inadaptés. On devait soi-disant avoir très peur et en même temps, enfin voilà, tout était, vraiment très étrange, flottant et le lieu d'hébergement avait du coup été dédié, pour accueillir des gens qui étaient à ce moment-là à la rue. Donc les patients avaient dû repartir et à la place, les mesures avaient fait qu'on avait, accueilli des gens qui étaient à la rue. Qui étaient des gens qui sur des questions, hem, je vais dire d'hygiène et d'infection n'étaient pas, très sérieux ou très, et puis qui en avaient vu d'autres, hein, en termes de qui s'étaient, maltraités autrement donc il fallait leur faire appliquer, des mesures. Enfin, voilà, c'était très compliqué, pour mes collègues. Alors encore une fois, moi, j'étais pas là en direct dans ces lieux-là, mais voilà.
Tout Et était très étrange, oui. est-ce qu'il y avait déjà une défiance du gouvernement vu qu'il avait renvoyé en Chine des, masques et des blouses et cetera? Enfin, je sais pas s'il y avait des blouses, mais en tout cas des masques, ça c'est sûr, alors que nous-mêmes, on allait en manquer, quelques semaines plus tard. Alors ça, on a fini par avoir des masques, même à la limite, au bout d'un moment, on en avait trop. Puisque les soignants étaient en télétravail, donc il y avait des cartons qui finissaient par arriver et voilà, je me souviens de plaisanteries autour de ça, il y avait pas, puis tout d'un coup il y avait trop, mais tout semblait, irréel. Alors encore une fois, j'ai pas vécu, les choses qu'ont vécu des soignants à l'hôpital, ou dans les services d'urgence, et quand moi j'ai pu revenir, puisque bon, pour moi, en tant que psychologue, bon l'écoute oui, mais il faut incarner, une forme de présence aussi auprès des gens, qui sont souvent, très isolés. Donc voilà, j'ai fait en sorte, assez rapidement de pouvoir revenir sur site, mais c'était très difficile à obtenir. En plus, il fallait des autorisations pour se déplacer et ça, par exemple, les histoires d'auto-attestation, ça faisait vraiment partie des choses que moi je ne pouvais pas supporter, donc je ne remplissais pas d'auto-attestation. Je trouvais que c'était, idiot, débile, hein, je voulais pas du tout participer à ça, donc je circulais sans. Bon, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma direction me fasse pas une auto-attestation, mais un un pass quoi pour circuler, enfin une autorisation quoi de circulation, mais moi je ne voulais pas remplir ce papier quoi. Mmh. On sait maintenant avec le recul, hein, d'un point de Oui, vue psychologique justement bah que oui, ces auto-attestations étaient oui, faites et c'était évidemment débile, mais mmh, c'était fait pour conditionner les gens et pour oui, voir jusqu'où ils étaient prêts à aller mmh, parce que s'ils étaient oui, prêts à faire ce genre de débilité, ils étaient prêts à tout. mmh. C'est pour ça qu'on testait le peuple et alors, c'est le moment où aussi, Véran arrive comme nouveau ministre de la santé. Comment vous, vivez vous ce changement de ministre de la santé pile à ce moment-là? Beh, je trouve ça très bizarre, surtout que donc la ministre précédente avait interdit, des traitements, qui soi-disant étaient efficaces. Donc il y avait aussi, l'arrivée du professeur Raoult, que j'écoutais dans un premier temps. Je me disais: «Tiens, bon voilà, quelqu'un qui a l'air de s'opposer, qui a l'air d'amener, de rassurer aussi, hein, les traitements existent, donc voilà, il y avait une autre voie, on peut l'écrire, comme on veut, mais qui émergeait et effectivement, alors maintenant j'ai avec le recul, voilà, j'avais l'impression que ça contrait, les mesures, gouvernementales, bon et monsieur Véran, de mon point de vue, alors je dis de mon point de vue parce que les échanges, avec mes collègues étaient très limités. Il y avait une sorte de chape, hein, parce que dès qu'on parlait, on risquait d'être taxé de ceci ou de cela, enfin, et c'était, les ça a fini de s'accentuer, mais c'était déjà très lourd, entre nous, par rapport, aux positions, aux débats, voilà. C'est-à-dire une sorte de terrorisme intellectuel, vis-à-vis de la Ouais. hiérarchie qui imposait, la vision du gouvernement? Oui, alors, moi j'avais une hiérarchie, alors c'est dur à dire maintenant comme ça, mais je vais dire assez souple, mais finalement, qui s'est soumise. Mais voilà, normalement, on avait l'habitude de pouvoir échanger. Mais là, j'avais des collègues qui étaient terrorisés, hein, qui voulaient plus venir travailler. Il y a des gens que je n'ai jamais revus, hein. Enfin bon, après c'est moi qui suis partie ou où on m'a remerciée, mais il y a des gens, qui ne pouvaient pas revenir, ils étaient terrorisés. Donc j'ai des collègues qui se sont retrouvés aussi dans un isolement et une souffrance, mais là en lien vraiment avec leur peur quoi, hein, d'attraper quelque chose, voilà. Mmh. Et Et donc, oui, l'émergence de ces 2 personnalités, Véran et Raoult, qui vont, faire un duo infernal, en oui, fait, puisqu'on
sait maintenant, c'est Oui, l'opposition contrôlée, Raoult, et ils mmh, étaient là pour justement empêcher les gens de s'en mmh, sortir, de oui, croire en Raoult s'ils voulaient s'opposer au gouvernement, alors qu'en fait, mmh, c'était un piège. mmh. Donc là, je renvoie à mon interview d'Alain Scollart, Oui, que oui, j'ai faite récemment et qui mmh, a, je pense, pas ouvert pas mal de, mmh, d'yeux. mmh. Donc ensuite, les, soignants sont applaudis, tous les soirs à 20:00. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que c'est apprécié ou est-ce que là aussi c'est un peu du spectacle, on en fait Oui. trop? Moi, j'ai trouvé que c'était un peu, du spectacle. Alors, en plus, comme j'étais, à ce moment-là, confinée, je me disais: «Est-ce que je dois faire partie des gens qui applaudissent ou qui sont applaudis?» Moi, j'avais pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire je faisais mon travail. Voilà, j'ai effectivement, c'était, et puis il y avait aussi plein d'autres personnes qui travaillaient à ce moment-là. Il y avait pas que les soignants qui devaient continuer à œuvrer, donc moi je trouvais ça plutôt gênant, et voilà le spectacle là de ces balcons avec des gens qui applaudissaient, ça me paraissait effectivement, comme une création d'une effusion collective, hein, là où, on était tous, séparés et où on ne pouvait plus se parler vraiment, voilà, il y avait trop de semblants pour que moi j'arrive à adhérer à tout ça. Oui et maintenant on sait avec le recul, Oui. que c'était fait pour, ça faisait partie du traumatisme collectif, en Oui, fait. Il oui. fallait qu'il y ait un exutoire Mmh. collectif, ça, vous êtes psychologue, vous le savez mieux que moi, mais c'était très bien vu d'un point de vue donc c'est là où on voit que Oui, c'était, créé par c'est l'État, oui, c'est ça? c'était pensé, Mmh. et c'était, pour moi quand j'ai commencé à mettre des mots là-dessus, c'était encore plus effrayant d'une certaine manière, puisque je le subissais et j'en étais spectatrice aussi, oui, je Bien sûr. voyais, pour moi, je voyais des manœuvres de manipulation, notamment faire peur, en tout cas dans le champ où je travaillais, on était dans une autre politique. On savait, par exemple, que faire peur aux gens qui sont en souffrance, qui doivent prendre soin d'eux, c'était contre-productif. C'est-à-dire, ça les paralysait beaucoup plus que ça les rendait acteurs, à prendre des bonnes décisions pour leur santé. Donc pour moi, c'était vraiment contraire avec tout ce que je portais moi et qu'on portait dans nos services, et je ne comprenais pas pourquoi mes collègues adhéraient à des choses qui étaient absolument contraires à ce qu'on, prônait, depuis, des dizaines d'années, quoi. Donc Mmh. voilà, et progressivement, je me suis retrouvée, un peu isolée. À dire: «Mais attendez, mais réfléchissons, parlons-en, et non, non, c'est comme ça, on va pas se poser de questions, on se pose plus de questions, c'est comme ça, on avance», et donc je voyais, mes collègues, se refermer quoi et suivre, hein. Ouais, donc il y a plusieurs manuels, pour comprendre ce qui s'est passé, à ce Mmh. moment-là. On Ouais, peut lire, Psychologie des foules de Gustave Le ouais. Bon, par exemple, Mmh. et puis, l'expérience de Milgram aussi, Oui, qui montre que l'être humain est naturellement obéissant. oui, Alors d'habitude, c'est les médecins qui sont utilisés pour, faire obéir, d'autres, gens qui sont des patients, mais là, c'était les médecins eux-mêmes et les soignants eux-mêmes qui étaient les oui. premiers à obéir, en fait, et qui Mmh, ensuite poussaient mmh, le reste de la population à obéir. mmh, Et donc à ce moment-là, en plus, les soignants, commencent à mourir, et c'est les premiers à mourir puisqu'ils sont au front et qui sont enfin avec les des patients évidemment, mais ils meurent, dans une proportion énorme. Donc mmh, comment est-ce qu'on vit ça? C'était d'ailleurs, ces applaudissements étaient aussi faits pour, compenser les premiers mmh, morts qui commençaient mmh, à être mmh. Alors dans les services, où j'intervenais, j'avais effectivement des collègues qui tombaient malades, et qui en témoignaient, mais pas de mort, parmi donc cet entourage, professionnel. Alors par rapport à ça, il y a eu aussi quelque chose qui m'a frappée à ce moment-là. Il y avait un médecin, avec lequel je travaillais, qui avait, pris l'initiative de téléphoner aux uns et aux autres pour,
pour voir comment on allait et donc quand il m'avait appelée, je lui avais dit que j'étais, moi simplement, très fatiguée. C'était le travailler comme ça au téléphone toute la journée, voilà, j'avais eu un moment pendant quelques jours, je m'étais sentie très fatiguée et il m'avait dit: «Ah mais c'est le Covid». Je dis: «Oh non, mais non, j'ai été fatiguée, quoi». Moi, j'attribuais ça plutôt à la charge de travail, bon, peut-être aussi à la charge émotionnelle, mais je n'avais eu aucun symptôme et en fait, il avait compté comme ça, lui. C'est-à-dire, il m'avait enregistrée comme ayant eu le Covid, alors que je ne l'avais pas eu et mais c'est pas grave, tous ceux qui ont des symptômes, on les compte Covid. Donc moi, ça m'avait paru, un peu, bizarre pour un médecin de faire ça et en même temps, j'avais des collègues qui étaient effectivement vraiment malades, mais moi non. Donc je me suis mis aussi à me poser des questions, sur les chiffres aussi qu'on nous donnait puisque si, on comptait des gens qui n'étaient pas malades, on les comptait malades, et qu'à la fin on disait: «Bah, dans le service, il y en a eu tant qui l'ont eu», mais c'était faux. Donc voilà, ça a vraiment fait partie du brouillage, pour moi. Donc je cherchais aussi des informations, mais bon, à la question, c'était: «Est-ce que le Covid, existe?» Pour moi, il y avait des gens qui étaient malades, qui avaient, des symptômes, voilà, de la fièvre, de la toux, je me souviens d'une collègue qui était revenue en me disant qu'elle avait été très malade, et qu'elle n'avait, eu que du Doliprane et qu'elle avait beaucoup, beaucoup souffert. Et moi, je comprenais pas pourquoi, pendant, 10 jours, elle avait souffert autant, et qu'on n'avait pas pu lui proposer autre chose, pour la soulager. Enfin voilà, c'était aussi, sur le défaut de soins, c'était aussi ce que vivaient, les soignants. Peut-être d'autres ont réussi à se soigner autrement, mais en tout cas, me là, les 1ers témoignages de collègues qui sont malades, c'est ceux-là. Oui, alors au niveau des chiffres, on peut rappeler que, le gouvernement à la fois, on avait l'impression qu'il voulait gonfler les chiffres, là, le témoignage Oui. que vous apportez, va dans ce sens et d'autre part, il ne comptait pas au début les morts, dans les EHPAD. Mmh. Oui. Donc c'était Mmh. contradictoire parce que du coup, ça baissait les chiffres et il les a réintégrés par la suite, Mmh. ce qui a là, effectivement, bah, pas gonflé les chiffres, mais remis, un peu au niveau. Donc on n'a pas compris, il y avait certainement différentes, tendances au sein du gouvernement, qui s'opposaient et donc c'est l'arrivée des confinements. Oui. Donc une mesure totalitaire qui vient de Chine, mais que Delfrécy va présenter comme, prenant exemple sur l'Italie, puisque l'Italie a confiné peu de temps avant. Macron fait sa déclaration donc qui annonce le confinement, nous sommes en guerre. Donc comment est-ce que vous vivez tout ça et dans le milieu des soignants? Bien, bah, le confinement pour nous beh, comme je disais tout à l'heure, hem, 1re période, bon, OK, beh, voilà, on est tous inquiets, on a des enfants, des parents, voilà, l'idée c'est de se protéger, puis on attend et c'est, petit à petit, bon moi pour moi l'impossibilité d'être présente auprès de mes patients et de mes collègues, la restriction des libertés pour voilà, je veux bien qu'il y ait les mesures de distanciation, mais moi je voulais pouvoir aller me promener. J'étais en pleine campagne, je comprenais pas pourquoi je pouvais pas aller dans les bois, voilà, des choses, comme ça. J'apprends aussi que des gens se sont fait contrôler, dans ces conditions, qu'ils ont pris des amendes en faisant du vélo. Enfin, voilà, tout ça, c'était insupportable et je commence à observer que certains pays ne font pas la même chose, voilà donc La Suède notamment, c'est revenu souvent la Suède dans vos exemples? oui, oui, à ce moment-là, il y a la Suède. Heu, Aux États-Unis, j'observe qu'il y a des États aussi qui confinent et d'autres non. Voilà donc c'est très bizarre pour moi à ce moment-là. Et la Chine ne fait pas partie pour l'instant, vous comprenez pas que ça vient de Chine et que c'est le modèle chinois, communiste qui est en train de nous être imposé? En même temps, pour moi, avec ce que j'avais vécu, donc 20 ans auparavant,
pour moi, ça venait forcément de Chine. Que ça soit voulu, c'était pas forcément évident dans un premier temps, mais pour moi, ça venait de Chine. Et quand effectivement j'entends le professeur Raoult qui valorise autant les études chinoises en disant plusieurs fois non mais les Chinois sont très sérieux, bon oui, ils sont sérieux, oui, mais comme s'il n'y avait pas de possibilité de mensonge. Pour moi, ça, c'était étonnant. Et il y est revenu plusieurs fois, donc ça me gênait quand même quand je l'écoutais, cette façon de alors je me disais bon bah, peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que la Chine a évolué, au moins pour pouvoir intégrer les équipes scientifiques au niveau international, ils ont dû se mettre à la page peut-être, mais bon pour moi c'est quand même l'empire du mensonge, donc je voyais pas pourquoi ça ne toucherait pas cette question de l'épidémie. Et sur le confinement en lui-même, c'est quand même une première. Donc vous êtes psychologue et il y a des psychologues qui ont dit qu'il y avait eu Oui, des conséquences psychologiques ah oui. énormes à ce Mmh. confinement. Mmh. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Alors dans un premier temps, j'observe auprès de mes patients une sorte bon, ils ont peur et il y a quelque chose qui les rassure. Et puis, j'ai des patients qui sont souvent dans un isolement social, et qui vivent ça comme, en lien avec un handicap, psychique. Donc d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est apaisant à ce moment-là. Du côté de, ben, on est tous pareils. On est tous à la même enseigne, là où eux avaient du mal à sortir de chez eux, à être dans la vie sociale, ben, en fait, tout le monde est devenu comme eux, enfermé, replié et terrorisé, et donc il y a un début d'apaisement. Ce qui m'inquiète, ensuite, c'est, et bien, ceux qui, ont des traitements, ceux qui ont besoin aussi de la relation sociale pour rester quand même dans la vie en fait, hein, parce que ça fait partie de la vie que d'être en relation avec les autres. Cela commence à se dégrader et j'observe aussi des prises de toxiques, hein. Voilà, des gens qui étaient dans des situations d'abstinence ou de réduction de leur consommation de substances, que ce soit l'alcool ou d'autres, et qui reprennent leur consommation, à la fois comme anxiolytiques et à la fois bien parce qu'ils sont seuls et que bien c'est le divertissement qui se présente à eux. Donc, reprise, hein, des consommations et certains patients replongent en fait dans leurs problématiques bien ancrées. Donc tout ce travail aussi, moi je me dis: «Mais tout ce travail» et c'est pour ça à ce moment-là que moi j'essaye de faire en sorte de revenir sur site pour pouvoir réassurer une présence, et faire en sorte que, bah, ceux qui le souhaitent, hein, de mes patients qui le souhaitent, puissent ressortir de chez eux, venir puisque là ils avaient du coup l'autorisation de se faire une auto-attestation pour aller rencontrer des soignants et donc ça leur permet de sortir, d'aller et venir, et de parler en vrai, quoi. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est que les confinements et plein d'autres mesures hein, qu'on verra par la suite, tests PCR et compagnie, c'est des mesures vraiment totalitaires et alors, pourquoi est-ce que les soignants, en général, hein, médecins, infirmières, etc., pourquoi est-ce qu'ils se sont pas opposés plus clairement à ces... parce que c'est contre la vie, je veux dire, enfermer des gens bien portants chez eux contre leur gré, Oui. c'est pas pour leur santé, je veux dire. Mmh. Donc il y avait rien de scientifique là-dedans. On le sait maintenant, ça a sauvé aucune vie, mais ça a créé beaucoup de problèmes. Les Mmh. psychologues ont parlé de scarification, je ne sais pas si vous en avez eu dans votre Oui. de jeunes qui sautent par les fenêtres, etc. Enfin, Mmh. et il n'y Mmh. a pas vraiment eu d'enquête là-dessus, parce que évidemment c'est tabou. Mais comment est-ce que vous expliquez que finalement les soignants n'aient pas plus réagi contre ce totalitarisme-là de nature sanitaire et pas scientifique?
Alors c'est vrai que pour moi, c'est le début de de la déception, hein. Je pensais, travailler avec des gens, engagés. On était aussi dans des discours, de projets d'établissement, où, il y avait des notions de liberté, de respect de la personne, de liberté de choix, enfin toutes ces notions, qui faisaient aussi le cœur de notre pratique, de notre accueil. Et alors là, tout ça, est complètement oublié à ce moment-là. Alors il y a quelques fois quand même, mais c'est toujours, un peu, en secret, à la pause. La majorité se conforme. Alors il y en a qui ont peur, hein, et puis, il y en a qui préfèrent ne vraiment, ils le disent comme ça: «Non mais moi je veux pas me poser de questions, on me dit de faire ça, je fais ça». Voilà. Et au niveau des instances, décisionnaires, heu, il y a aussi l'enjeu de la question financière, c'est-à-dire, on obtient des financements, d'instances, de santé, bah, il faut aussi qu'on montre qu'on respecte, les mesures, et il y a aussi tout un jeu, un peu, de zèle. On a dit à l'ARS qu'on avait mis ça comme ça, on a mis en place, on a mis des écrans, on a fait la circulation, et cetera. Enfin, voilà une sorte de course à montrer comment nous, on a bien fait, on a écrit, on a mis des affiches, voilà, bon. Et ça me paraît aussi des fois être un jeu de dupes, parce que c'est absolument impossible de rendre un lieu d'accueil comme ça complètement stérile. Il y a forcément des choses qui circulent. Et depuis voilà, depuis des années que je travaille dans ces services, voilà, des fois moi je suis tombée malade, j'ai eu une gastro, j'ai eu un rhume, forcément parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Ça fait partie de nos métiers. Bon, mais là on est effrayés. Bon, c'est Parce que les tests PCR, par exemple, on va oui. prendre cet exemple, donc là, on est avant le vaccin et donc il y a pas l'histoire encore que ça pourrait être les États-Unis derrière. Donc bon, Mmh. les tests PCR, bon, Raoult les promeut le premier, hein, et lui, il est en conflit d'intérêts avec Biomérieux à ce sujet, mais ça va jamais être relevé par les pro-Raoult. Ça vient de Chine aussi, les tests PCR. Il y a Mmh. beaucoup de Chinois qui vont devenir milliardaires grâce à ça. Donc là Oui, encore, le lien avec la Chine est avéré, mais c'est surtout un instrument de torture, en fait. oui, Et donc les soignants participent à ça. C'est ça qui a oui, été très choquant, c'est que eux, ils sont censés soigner, et notamment la douleur, oui, et donc ne pas l'infliger. Or là, oui, ils l'infligent, c'est eux. mmh, Et donc, comme c'est des soignants, on leur fait confiance normalement. Mais là, oui, il va y avoir une oui, confiance qui va être cassée vis-à-vis du grand public. Avec toute cette histoire et notamment les tests PCR. mmh. Vous, comment, vous voyez ça? Alors moi, j'ai eu la chance de pas en faire. Alors je ne sais pas comment, mais à chaque fois, j'ai réussi à zigzaguer, dans d'abord, je ne suis pas tombée malade, hein, en tout cas pas à ce moment-là. Et du coup, je n'ai pas eu à, il fallait en faire, si on était malade pour, et puis après on était, confinés 1 semaine, enfin, donc moi je ne tombais pas malade, heureusement. Et dans le service, je me souviens de collègues qui se plaignaient de devoir, en faire, régulièrement. Par contre, les patients s'y soumettaient quand même, assez facilement. Ça m'étonnait parce qu'ils s'en plaignaient, mais effectivement, il y avait cette notion de faire confiance aux soignants. Et moi, je ne voulais pas qu'on me mette quelque chose, dans le nez, ça me faisait très peur, hein. Donc je et j'imposais rien à personne, en fait, hein. Moi, je je ne demandais pas, à mes patients de justifier de leur bonne santé, ils venaient, voilà, on est dans un rapport de confiance. Je voilà, et je ne suis, pas tombée malade. Alors peut-être que j'étais aussi, en bonne santé, mais voilà. Donc vous n'avez pas subi les tests PCR vous-même, vous Non, n'avez pas infligé aux autres, non, mais la non. plupart des soignants, qui étaient, face aux patients l'ont fait. Et donc ça, c'est quelque chose,
Oui, Si on défend évidemment les soignants, non vaccinés, il y en a un certain nombre d'entre eux quand même qui ont participé à ça. oui, oui. Et comment vous l'expliquez, là? Pareil, à la fois, certains qui avaient peur et qui pensaient en fait, je pense qu'à partir du moment où on rentre dans le truc et on commence, hein, c'est aussi l'expérience 1000 grammes, on commence à être acteur là-dedans, eh bien, il faut, faire l'acte d'après parce que sinon on se met à se questionner sur tous les actes d'avant qu'on a aussi, fait et fait subir à l'autre. Donc pour justifier ce qu'on a fait avant, par exemple imposer, tout un tas de mesures et se les imposer à soi-même, il faut continuer. Hein, donc et ma «chance» entre guillemets, c'est d'avoir tout refusé, dès le début. Donc du coup, après je ne pouvais rien mettre en place, je n'avais rien à justifier de particulier. Mais par contre, je ne voulais pas subir, quoi et mais c'est ça aussi qui m'a, progressivement, décalée, et jusqu'à ce qu'arrive cette histoire, de vaccin. C'est là, alors juste avant, d'arriver au vaccin, mais c'est Oui, important ce que vous dites parce qu'il y a une progressivité en effet et oui, là on voit la conjonction de plusieurs techniques de manipulation qui ont oui, certainement été réfléchies parce qu'il y a moi je vois au moins le pied dans la porte. C'est-à-dire on oui, commence petit, oui c'est un peu comme, vous savez quand vous attendez le bus, plus vous l'attendez, plus vous êtes prêt à l'attendre et parce oui. que vous avez investi avant alors que ça n'a aucun sens. Ensuite, il y a 1000 grammes que vous avez rappelé et puis moi je vois aussi l'expérience de Solomon Asch du conformisme. Si on fait pas comme les autres, on est exclu Oui. du groupe et donc on est prêt à dire n'importe Mmh. quoi si le Mmh. groupe fait n'importe Mmh. quoi aussi. Mmh. Donc il y a tous ces phénomènes à l'œuvre et c'est très puissant, c'est très difficile d'en sortir et en effet, la Mmh. solution, c'est de ne pas jamais y rentrer. Oui. Parce qu'une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, après on est Mmh. aspiré Mmh. et c'est quand même choquant. Moi, Oui. bon, je suis chrétien en plus, donc j'avais déjà la connaissance de l'avortement comme étant un crime cautionné par toute cette clique, y compris Louis Fouché. C'est pour ça que je lui ai posé la question quand je l'ai interviewé. Il a reconnu lui-même avoir avorté des centaines de femmes et ne pas avoir exercé son droit de conscience, alors qu'il se dit aujourd'hui pour la vie, pour les patients, pour machin. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui collait pas depuis longtemps, mais là, ça se confirmait, hélas. Donc, Oui, c'est pas vraiment une question, mais si vous avez, vous voulez commenter ou je passe à la question suivante? non, oui, je sais pas, là, si on part sur l'avortement. Non, non, on part pas sur l'avortement, c'était juste, Voilà. Oui, c'est oui, vrai, un avis personnel. ouais. Alors, ensuite donc, arrivée du vaccin. Alors juste avant l'arrivée du vaccin quand même, on est vraiment dans une période où il y a que la Chine, et éventuellement, l'oligarchie française pour ceux qui ont suivi l'histoire du P4, ceux qui ont suivi mes enquêtes, mais très peu de gens. Donc sinon, on sait quand même que ça vient de Chine, on sait que, le confinement a été fait la première fois en Chine, on sait beaucoup de choses. Et comment est-ce que les soignants mettent de côté, est-ce qu'il y a un déni ou est-ce que, sans qu'ils le disent vraiment trop fort, mais est-ce qu'entre vous, il y a quand même des choses, mais quand même cette Chine, c'est bizarre que ça vienne d'un régime totalitaire et pourquoi on ferait comme eux et cetera. Est-ce qu'il y a ça ou pas du tout? Il y a très peu d'échanges, à ce sujet-là et dans mon souvenir, quand il y en a, c'est moi qui amène les choses et je sens, comme une gêne, alors je pense qu'à ce moment-là aussi, il y a un documentaire, qui est diffusé. Alors c'est sur le complotisme. Je sais pas sur quelle chaîne, enfin je ne l'ai pas regardé, mais je sais que des collègues en parlent et me regardent bizarre, quoi. Comme si moi qui amenais, en fait, à partir du moment où j'ai amené des questions en disant: «Mais quand même, vous pensez pas que», c'est je on n'avait même pas d'échange, mais j'étais, voilà, je pense que et je me souviens d'une collègue qui me dit: «Ah mais tu devrais regarder ce documentaire», comme si, il fallait, me faire entendre ou m'éduquer, hein, «Attention, tu vas sur un terrain», voilà, donc il y avait, tout le monde s'observe à ce moment-là et moi je sens qu'en fait, si je commence à parler, ça va tout de suite, être pris, comme, voilà, elle déraille, elle se pose des questions, enfin voilà. On peut pas poser de questions en fait, donc on peut pas en discuter. On applique, et chacun se terre, dans son bureau, dans sa pratique et effectivement je me sens de plus en plus, isolée à ce moment-là. J'ai quelques collègues, hein, qui me disent, et qui travaillent pas forcément dans les mêmes services que moi, qui me disent, «C'est fou».
ce qui se passe, c'est fou, on comprend rien, mais c'est fou. Voilà, c'est ce qu'on retient. Mmh. Donc, très important évidemment la Oui, notion de complotisme, pour, verrouiller, après oui, toutes les expériences, psychologiques dont j'ai parlé, on peut rajouter celle-là et le oui, rôle donc c'était le 28 mars 2020 où Rudi Reichstadt et la Fondation Jean Jaurès, reprennent, donc, font un sondage, et disent: «Voilà, tous ceux qui croient que ça vient d'un labo sont des complotistes». Ils mmh, reprennent une étude en fait scientifique parue par, Peter Daszak qui est en fait un collabo des Chinois, des communistes chinois et de l'OMS et de EcoHealth Alliance, donc il faisait lui-même les tests sur les gains de fonction OP4. mmh, Et c'est lui qui va être ensuite mandaté par l'OMS pour aller faire cette enquête. Donc je rappelle ça pour remettre tout ça dans son contexte, mais mmh, voilà le gars dont on reprend l'étude scientifique, soi-disant, alors qu'elle n'est pas du tout scientifique, pour dire tous ceux qui disent que ça vient du P4 sont des complotistes, mmh, ou de la Chine, ou etc. Non, c'est forcément un pangolin ou je sais pas quoi. Donc mmh, ça, c'est très important et on voit l'effet que ça a eu sur le terrain, ça ne me surprend mmh, pas. Mais ouais. normalement, on a affaire à des gens éduqués qui ont fait Oui, des normalement, oui. années et des années. C'est ça qui est choquant, en fait. Mais est-ce que c'est parce que les gens, en faisant ces études, sont rentrés dans un moule qui, là aussi, leur font apprendre Oui, et répéter? Parce que je rappelle, et puis je vous pose la question, mais oui, euh, sous les nazis, c'est souvent les médecins qui ont contribué à faire. Bah, on se rappelle de ce médecin dans les camps de la mort, mais Mengele. Mais au-delà de lui, il y avait toute la caste sanitaire et médicale qui a participé au crime contre mmh, les Juifs mmh. et plus généralement. Alors c'est à ce moment-là, effectivement, je me pose cette question. Alors il y a à la fois, on a des valeurs, qu'on a, portées ensemble pendant des années. Comment ça se fait que dans un moment pareil, on peut pas s'y référer? Notamment, par rapport à l'accueil, de nos patients, mais aussi, bah, éventuellement dans nos relations. Mais bon, donc déjà ça me gêne et puis effectivement, il y a la question de, nous sommes censés être, des gens, on va dire, raisonnables, hein, des lecteurs, des gens qui vont chercher les informations, qui débattent et tout ça n'existe plus et je me dis: «Mais qui sont ces gens?» Qui sont ces gens avec lesquels je travaille et je me suis demandé aussi s'il y avait pas, voilà, besoin d'assurer son statut de sachant justement, alors qu'en fait on savait rien, pas grand chose et du coup, beh, on se conforme au semblant, et on fait comme les autres, donc les experts qu'on voit, on acquiesce, et on ne renonce pas à cette posture. Moi, celle à laquelle je renonce, c'est-à-dire je sais pas, je me pose des questions et les autres ne renoncent pas, et restent comme ça dans cette posture, de pouvoir finalement aussi, où personne ne peut s'entamer, quoi. Et peut-être que c'est plus des gens qui ont une position sociale, hein, qui du coup vont se retrouver, selon moi, victimes de ça aussi. Parce que j'habite, en pleine campagne et par contre, des échanges que j'ai avec des agriculteurs à ce moment-là sont complètement différents. C'est des gens qui sont pas d'accord, qui se méfient, mais qui voilà et qui ont, voilà, qui sont bien ancrés pour le coup, et qui ont l'habitude de considérer que les mesures qui sont prises ne sont pas adaptées quoi, d'une certaine manière. Donc c'est avec eux finalement c'est, que je trouve le plus de solidarité par rapport à ce que je vis et pas avec mes collègues, sachants. Oui, c'est ce que De Gaulle appelait le bon sens du populo. Mmh. Donc arrive le vaccin. Oui, Fin 2020, début 2021, déjà, Raoult pousse pour le vaccin. Donc oui, là, il y a ses soutiens qui commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est le cas déjà ou est-ce qu'on se dit: «Bon, on fait pas trop attention»? alors non, Parce que c'est accompagné et je vous laisse répondre, mais oui, c'est important, c'est accompagné d'un chantage au reconfinement, hein, pour, ceux qui se ouais, rappellent oui. pas. C'est soit vous prenez le vaccin, soit on va vous reconfiner. Mmh. Mmh. Donc, comment vous vivez tout ça? Alors, donc je sens, venir, la pression. Donc début d'année, et
donc les choses ne voilà, et une pression sur ce qu'il est bien de faire, voilà, une moralisation, c'est être responsable, et je commence à sentir donc une pression sur moi, hein. J'ai des collègues qui commencent à aller se faire vacciner, et là, à partir de là, j'ai commencé à vraiment me taire. J'observe, j'assiste aux réunions, et je vois comme voilà, des camarades qui tombent, quoi, hein, et qui vont se faire vacciner d'eux-mêmes, donc ils vont faire la queue dans un truc, un stade, je sais pas quoi. Et alors, comme on sent quand même que je suis assez réticente, certains viennent en plus me voir pour me dire: «Oh là là, toi qui as pas l'air de vouloir, bah, j'ai pensé à toi parce que j'ai eu des effets secondaires, j'ai été très malade, j'ai fait une réaction au bras, je suis retournée aux urgences». Donc déjà, j'étais pas motivée. Alors là, je deviens le bureau des pleurs sur les effets secondaires. Donc moi, je vis ça. Et puis, donc quand même, je suis allée voir à ce moment-là des chiffres, hein, de la pharmacovigilance, et je vois quand même qu'il y a des chiffres qui apparaissent. Bon, je ne suis pas du tout une spécialiste, et je vais voir des médecins qui dans mes services, qui prônent le vaccin. Je dis: «Mais quand même, voilà, enfin, il y a des choses, quoi. C'est pas sans danger, c'est pas sûr, et efficace comme on nous le dit». Et on me dit: «Ah, mais c'est quoi ces chiffres?» Ben, je dis: «Beh, c'est des chiffres officiels». Alors là, pour le coup, c'est pas, c'est pas des choses que je suis allée chercher, je sais pas où, c'est les chiffres officiels, je leur montre, et ils les regardent même pas. Et là, je me dis: «Mais c'est quoi ces médecins? Mais qu'est-ce qu'ils font? Que font-ils?» Et ils vont vacciner. Alors là aussi, je comprends aussi, la rémunération, leur rémunération. Alors je me souviens plus des chiffres, mais ça me paraît énorme, hein. Donc je comprends qu'ils s'empressent aussi pour participer à l'effort collectif de protection, vu la rémunération. Par chance, je suis psychologue, donc je ne sais pas vacciner. Donc du coup, on me demande rien à ce moment-là. Mais je sais qu'au bout d'un moment, ils l'ont même proposé à des opticiens. Enfin bon, à la fin, c'était n'importe quoi. Mais bon, voilà. Et donc là, je découvre que les médecins ne regardent pas les chiffres de pharmacovigilance. Bon, il me semble pourtant que c'est leur responsabilité, par rapport à ce qu'ils prescrivent. Donc non, ça c'est une question qu'il ne fallait pas poser, et donc moi je reste avec ma question et mes chiffres, qui à l'époque c'était le début, et je commence moi à en parler avec mon médecin, qui me dit que faut pas que je m'inquiète, qu'elle a une amie qui travaille en pneumo qui lui a dit que c'était bah, sûr et efficace. Et je pose la même question à un autre médecin du service qui me dit exactement la même chose, qui me dit non, mais t'inquiète pas, j'ai une amie qui travaille en pneumo et qui m'a dit que. Je me dis, bon, ils sont tous la même amie. Bon, je veux bien. J'habite pourtant dans une grande, grande ville, quoi. Donc, bon. Et donc bah, c'est des choses qui ont fini de me décider que je ne voulais pas me faire injecter. Mais petit à petit, la pression arrive, et la direction devance. Donc il y a le discours de monsieur Macron, et puis la loi n'est pas encore votée. Donc il y a aussi Raoult qui à ce moment-là, donc je dis: «Mais» donc ils nous lâchent, pour moi ils nous lâchent, les soignants, donc la loi n'est pas votée, et on nous demande quand même de nous faire vacciner. Je finis par recevoir un mail alors que je suis en congé, qui m'annonce que si je ne me mets pas en conformité, au retour, je ne pourrai pas accéder à mon bureau de consultation. Voilà, ni plus ni moins. Heu, Violent. oui, très violent après tant d'années d'engagement.
Et pour moi, ça n'a aucun sens. Et moi, à ce moment-là, c'est le sol qui s'ouvre sous mes pieds, quoi, hein. Que vais-je devenir? Et donc là, on est en août, hein. Et donc j'ai des manifestations d'anxiété très fortes, hein, parce que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je vais faire. Et mon médecin donc décide de m'arrêter en me disant que ma surréaction par rapport à cette obligation, c'est le signe d'un burn-out. Et je ne suis plus jamais retournée travailler donc à partir de cette période. Donc on est en août 2021. Donc c'est ce qui vous a un peu sauvé, quelque part? Oui, alors après j'ai été très bien accompagnée. Donc après donc il y a la loi. Donc Avant d'arriver à la loi, oui, parce qu'on est en août, c'est à ce oui, moment-là, oui, c'est en juillet que, le professeur Raoult va au Chinese Business Club, oui. et qu'il tweet dans la foulée. Donc il l'annonce au Chinese Business Club, ce qui est repris dans la presse, en disant, voilà, du Chinese Business Club, le professeur Raoult a dit que les soignants devaient se vacciner impérativement. Voilà le Mmh, terme qu'il utilise. mmh, Il fait un tweet derrière qui sera très commenté, notamment dans les milieux pro-Raoult, qui vont finalement dire, bon, on n'est pas trop d'accord, mais qui vont finir par le cautionner. mmh, Donc c'est pour ça que j'ai jamais compris, moi, que les soignants non vaccinés continuent à croire des gens comme Philippot, Aberkan et toute la clique, puisque mmh, finalement, ils ont cautionné Raoult. Celui qui n'a jamais cautionné tout ça, c'est Montagnier, mais Montagnier est mort peu de temps après, donc ils lui ont rendu hommage, notamment Philippot, que quand il est mort. Il l'avait mmh, jamais soutenu avant. mmh. Bref, donc vous, est-ce que vous saviez que Raoult était au Chinese Business Club ce jour-là et qu'il incitait à la vaccination des soignants ou pas? Non. Okay. Alors ça m'a pas, c'est pas l'information à ce moment-là que j'ai retenue. J'ai retenu, sa position, mais j'ai pas, à ce moment-là, ça m'a échappé, la place de laquelle il le disait. Voilà, pour moi, c'était juste le professeur Raoult. Je n'avais pas repéré à ce moment-là. C'est vraiment après, en vous écoutant que j'ai compris pourquoi il le disait à cet endroit-là. Mais pour moi, à ce moment-là, ça a été. Alors, je comprends que du coup, finalement, tous ceux qui avaient, pendant tout un temps cru en Raoul comme une autre voie, une voie, plus libre, hein, par rapport, aux mesures, contre lesquelles finalement, voilà, certains se conformaient, mais ils étaient contre, mais bon, quand même, ils le faisaient, voilà. Donc il y avait cette voie-là et puis que cette voie se range, bah, du coup, j'ai compris que ça allait finir de ranger, tout le monde. Et à ce moment-là, mais j'ai pu faire les comptes, hein, dans mon établissement sur 130, 120, 130 personnes. On est 5 à avoir dit non. Voilà, donc C'est à peu près les mêmes proportions qu'il y avait dans la résistance, hein. C'était ouais, même moins d'ailleurs. Donc c'est ça. Donc c'est décevant, mais c'est malheureusement la nature humaine. Donc arrive la loi, il y a toute ce déluge en plus de propagande mmh, où les non-vaccinés deviennent des boucs émissaires, oui, littéralement. Par contre, la Chine, alors là, ça n'existe pas. ouais, Macron aussi, alors Macron devient le punching ball des pro-Raoult, hein, oui, et les non-vaccinés deviennent les punching balls de l'oligarchie mmh. médiatico-politique. Vous, comment est-ce que vous vivez tout ça? Donc il y a la loi, donc vous êtes de Il y a fait viré, sans solde. Est-ce que vous avez vécu ça aussi ou comment ça s'est passé? il y a la loi et il y a Elisabeth Borne. Alors maintenant, je vois qui c'est, mais à ce moment-là, donc il fait ce discours et qui dit que les gens vont être suspendus sans rémunération, enfin, qui plonge. C'est là, moi, j'ai le sol qui se dérobe sous mes pieds. Qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Alors, on parlait d'impensable. Moi, je vois plus mon avenir à ce moment-là. Je sais que je vais pas pouvoir me faire injecter ce produit.
pour moi, c'est une violation de mon intégrité. Donc, j'imagine même pas qu'on va, pénétrer mon corps pour, faire rentrer un produit dont je ne sais rien, donc c'est impossible. Mais, l'autre versant, c'est, qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le fait que je surréagisse, en termes d'anxiété, mon médecin qui dit: «Stop, on s'arrête, hein, le temps de vous poser». Et donc je suis en arrêt maladie à ce moment-là, donc pas suspendue. Et donc j'apprends qu'il y a des réunions, donc avec mes 4 autres collègues, hein, qui sont encore sur site. Il y a des réunions avec la direction où donc que des femmes, hein, elles se rebellent, et il y en a une qui va aller très loin dans la mise en danger, pour elle, à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marquée, hein. C'est-à-dire qu'elle a mis, vraiment sa vie en jeu pour dénoncer, ce qui se passe, et aussi l'impossibilité d'en parler dans nos services. Et il va lui être rétorqué, que, on ne veut pas entendre ça ici, parce qu'elle évoque, la question du nazisme à ce moment-là en réunion, en disant qu'elle, ça lui fait penser à ça. Et il est hors de question d'en parler comme ça, et la direction, sort de la réunion, et refuse tout échange. Et donc ça, je l'apprends, hein, je suis pas à ce moment-là, je l'apprends par ses collègues qui, pareil, ne retourneront pas, travailler. Et je suis à ce moment-là aussi très choquée de 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 la non-écoute de ma collègue, hein, qui est dans une grande souffrance à ce moment-là. Pour elle, c'est impossible ce qu'on est en train de vivre, qui a à peu près aussi le même nombre d'années d'engagement au sein de l'institution. Et qu'il lui soit rétorqué: «Bon, bah, une fin de non-recevoir, on n'en parlera pas, et puis, c'est d'une certaine manière, c'est toi qui dois avoir des problèmes personnels», voilà. Enfin, qu'on personnalise les choses alors qu'il y a vraiment une question de liberté, de choix. Et puis bon, il y a aussi juste avant, pardon, je reviens un peu en arrière, il y a toute la période où mes patients viennent me voir en me demandant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et moi, je suis leur, psychologue, heu je ne sais pas quoi dire, parce que, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. Je ne peux pas leur dire, de ne pas le faire, et je ne peux pas leur dire de le faire. Enfin, pour moi, c'est impossible. Et ne pas le faire, alors c'est pas que j'ai peur, c'est que, je ne sais pas. Donc je ne peux pas fonder ma réponse. Et en même temps, j'ai en face de moi des gens, qui sont complètement perdus et qui nous font confiance. Et là, je le vis vraiment, physiquement, hein, cette sorte de décalage. Et je me dis: «Mais je ne peux plus être là, je peux plus être dans ce rapport, de confiance où les gens viennent vraiment, et je ne peux pas supporter non plus de me dire: "Ils vont aller se faire vacciner", sous mes yeux presque, et je ne sais pas ce qui va leur arriver». Donc voilà, c'est un Il moment faut rappeler aussi qu'on n'a très pas oublié, douloureux. mais juste pour rafraîchir la mémoire, c'était le déluge, tous les jours dans les médias Oui, un peu partout, et il y avait le pass qui était oui, donc sous chantage, qui était reconnu comme tel que par Véran, Attal et les autres, comme étant une obligation vaccinale oui, déguisée, en fait. mmh, oui, Donc, ouais, ici, nous, en Polynésie, on a eu l'obligation vaccinale pour les personnes en rapport avec le public, et moi, j'ai dû fermer mon business parce que je voulais pas me faire vacciner, et donc j'encourais, 1 500 € d'amende par jour potentiellement, par la loi, hein, donc là, j'ai dit non. Et mmh, ils l'ont retiré 6 mois plus tard, mais entre-temps, le mal était fait. Mais mmh, vous, en métropole, vous n'avez pas eu l'obligation vaccinale officielle, c'est-à-dire que c'était oui, même pas assumé. C'était de l'obligation vaccinale, mais déguisée. Donc oui. on était encore plus dans le brouillard. Oui, avec des gens qui justifiaient le fait d'y aller, alors donc hors soignants, hein, dans mon entourage, des gens qui y allaient pour pouvoir, alors, «Oui, mais j'ai ma grand-mère, j'ai ma mère, je veux la protéger», voilà, ou «Je prends les devants, de toute façon ils vont nous obliger, donc voilà, comme ça ce sera fait», ou «Je veux continuer à aller au restaurant», enfin voilà. Et moi, je disais: «Mais attendez, attendez», et j'espérais un peu tous les jours,
tous les jours, j'attendais et je passais des journées terribles à me dire: «Mais ils vont revenir en arrière, ça va pas marcher, les gens vont se rebeller, il va se passer quelque chose» et il ne se passait rien, rien. Tout le monde, allait comme ça. J'avais l'impression que les gens allaient à l'abattoir. Bon, je faire la queue pour se faire injecter, un produit, expérimental dont moi je voyais qu'il y avait quand même des effets. Bon, on n'était pas avec le recul d'aujourd'hui, mais voilà, pour moi, c'était très, très, c'était très angoissant et c'était terrible au niveau, professionnel et humain, hein, tout simplement. Alors il y avait le gros argument, vaccinez-vous parce que c'est moins pire que d'avoir le covid, Oui, donc le virus chinois. donc Est-ce que comment le ça calculer ça? Comment le calculer? Alors j'écoutais le CSI à ce moment-là, donc le conseil scientifique indépendant. Bon, j'avais quand même l'impression que c'était des gens, sérieux. Bon, je pense que ça l'est, mais effectivement, il y avait toujours comme ça, quelque chose, j'ai l'impression qu'on n'allait pas au bout, que enfin moi j'étais, auditrice, mais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au bout. J'ai pu juste entendre parfois, monsieur Pavan, heu, évoquer la Chine, comme ça des fois, heu, plus ou moins clairement, mais des fois assez clairement, mais il n'allait pas plus loin. Et puis leur posture par rapport à la question du vaccin, moi je la trouvais, assez floue. Et ce n'est que tardivement que, ils ont pu dire: «Voilà, aujourd'hui, on vous conseille de ne pas», mais ça a été des mois plus tard, quoi. Donc à ce moment-là, voilà, bon, moi, de toute façon, je pouvais pas y aller, donc mais c'est vrai que j'avais espéré que, ces gens-là puissent, m'aider à fonder ma position aussi qui était, j'étais dans le trouble, moi. Alors je vais rappeler, une Oui. citation donc de Louis Fouché, Oui. le 24 août 2021, donc on est un mois après le passage de, Raoult au Chinese Business Club qui incite à se faire vacciner. Voilà ce qu'il déclare, sur, Morandini Live, donc sur CNews: «Chez les personnes âgées avec des facteurs de risque et qui risquent de finir en réanimation, pour le moment, avec le recul des datas, on a l'impression que c'est utile de se faire vacciner par les vaccins qui sont présents aujourd'hui». Mmh. Donc il l'a quand même recommandé. Alors certes, pour des gens en réanimation, bon, mais c'est ce principe de recommander le vaccin, quelle que soit la raison, qui me Mmh. paraît choquante parce que si on peut le recommander pour certaines personnes, bah, ça veut dire qu'on peut le recommander pour d'autres, Oui. et que derrière ce discours, d'obligation vaccinale déguisée, en fait, Mmh. a, un fondement, Mmh. quelconque. Donc Mmh. ils étaient, là aussi, dans ce rôle d'opposition contrôlée, hein, ils n'ont jamais, nié, que Raoult faisait partie de ce discours, bah, pour renforcer finalement le pouvoir et faire une impasse. Donc ça, on l'a bien vu avec Alain Scollart. Et encore une fois, alors là, il y a une déception parce que est-ce que vous êtes en relation à ce moment-là avec d'autres soignants non vaccinés, j'imagine? Vous vous tenez les coudes? Est-ce qu'il y a des Alors, forums? Comment vous faites? du coup, on est 5. On est restés, assez solidaires, bon, pendant les premiers mois, mais après, chacun a dû se débrouiller aussi, hein, pour se repositionner, professionnellement, financièrement. Enfin, ça a pas été facile, et avec des situations, voilà, des mères seules avec enfants, enfin, donc il fallait d'une certaine manière aller vite, hein, pour supporter, cette situation, économique. J'ai quand même aussi eu, alors via, le syndicat, santé, syndicat Liberté Santé, j'ai pu participer alors une fois à une visio, mais j'ai pas, je trouvais justement que, il fallait tout de suite être dans l'action alors que les gens avaient besoin de parler et puis du coup être dans l'action, mais qui décide alors? Est-ce que enfin, c'était ceux qui dirigeaient la réunion qui du coup décidaient des actions. Enfin moi j'en étais pas là en tout cas. J'étais sous le choc et j'ai été, un peu en lien quand même à travers des forums avec, 3 personnes, trois psychologues.
dont une qui voilà partageait aussi ce choc, mais que je ne connais pas. Hein, je sais même pas son vrai prénom. On a beaucoup échangé aussi autour de la posture des psychanalystes, hein, puisque moi j'étais à ce moment-là aussi en analyse, hein, et j'avais été très étonnée du fait que on n'ait entendu personne du côté de ce champ professionnel, hein, des psychanalystes. En tout cas, moi, je n'ai entendu personne. S'il y a quelqu'un, Santini, il s'appelle sur Facebook, qui est assez actif, mais après, sinon, c'est une profession qui normalement, pour moi, soutient la dimension de la liberté du sujet. Voilà, pour moi, tout ça, c'était des choses importantes. Et là, rien. Et le psychanalyste chez qui j'allais à ce moment-là n'a jamais relevé quoi que ce soit pour soutenir ma position, ni pour la critiquer, mais j'ai eu le droit au silence, alors que je pense que c'était quand même un moment suffisamment douloureux pour, heu, pour en dire quelque chose, au moins du point de vue du psychanalyste, dans sa posture. Donc voilà, c'est pour dire, avec cette personne, on a beaucoup échangé sur ce silence-là qui reste pour moi énigmatique, hein. Voilà, on n'a pas entendu ces gens-là, qui étaient épargnés par l'obligation vaccinale, donc c'était ça aussi. Donc moi, en tant que psychologue, je ne pouvais plus travailler à recevoir des patients parce que je n'étais pas vaccinée, mais par contre les psychanalystes pouvaient. Mais quelle est la différence en termes de Pourquoi en fait? C'est heu, quoi? pourquoi avait-il gagné ce droit et moi je l'avais perdu, le droit de voilà. Oui, je vous posais la question justement, pourquoi? Beh, je ne sais pas, je ne sais pas, ça fait partie de des aberrations, mais peut-être aussi une façon de lâcher du lest, sur certaines professions qui du coup ne montraient pas au créneau. Bon, ils sont peut-être pas très, très nombreux en France, et puis Très diviser influent. diviser la profession quoi, hein, puisque des psychologues, des psychanalystes, c'est intriqué aussi, les psychiatres, voilà. Voilà, défaire les liens de solidarité en divisant en fait, et tout le monde: «Ah bah, moi j'ai échappé donc je dis rien, parce que si jamais je dis, bah, peut-être ça va nous tomber dessus aussi. On va se dire: "Ah oui tiens, les psychanalystes on les a oubliés", voilà, bon. Et du coup, bah, j'ai pensé devenir psychanalyste à ce moment-là. Je me suis dit: «Bah, voilà, c'est le moment de s'autoriser». Donc vous, vous avez rebondi, on en reparlera juste après, Oui, mais avant, je voulais juste, par, narcissisme ultra développé, oui, parler, légèrement de mon rôle dans cette histoire parce que, oui, vous me découvrez donc, fin 2021, c'est ça? oui, c'est Et ça. et là, qu'est-ce qui se passe quand vous découvrez un peu tout ce qu'on vous a caché? On parlait de Born, voilà, membre du Paris Shanghai Club, Raoult, Chine, à chaque fois Olivier Véran, agent de la Chine, Mao, Macron, maoïste, World Economic Forum aussi, Davos, officine de la Chine, enfin tous les chemins mènent à Pékin. Ouais. Comment vous vivez tout ça? Est-ce que ça vous libère, finalement un peu plus que ces relations avec les Mais oui, psychanalystes? bah, Est-ce que j'ai pas été votre psychanalyste? je sors du brouillard. Bon, c'est quand même ça m'a beaucoup secouée, hein. Parce que bon, maintenant je suis un peu, heu, comment dire? Un peu plus au fait, mais si j'essaye de me retrouver dans l'état dans lequel je suis au moment où je découvre votre travail, bon, à la fois, bon, je suis très angoissée à ce moment-là, qu'est-ce qui va nous arriver? Ce qui m'a aidée aussi à ce moment-là, c'est je me suis dit: «Tu vas peut-être aller en prison». Et parce que du coup, quand on voyait ce qui se passait en Chine, je me disais: «Mais il y a rien qui peut arrêter en fait. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me trouver dans un camp», et ça, à ce moment-là, je l'ai accepté, et ça ce d'une cer paradoxalement, ça m'a aidée parce que je me suis dit: «Bah oui, tu en es peut-être là, c'est-à-dire à pas pouvoir te faire vacciner. Peut-être que tu vas te retrouver dans un camp d'internement et ça va être ça ta vie». Bon, on y a échappé, mais bon, pour combien de temps? C'est-à-dire l'état d'esprit, plus rien à perdre pour qu'on comprenne bien? Beh, oui, et puis de me dire: «Mais je vais pas céder. De toute façon, je vais pas céder, j'en suis là», donc
Donc du coup, je pouvais, changer de travail, quoi, si j'étais prête à penser que je pouvais être enfermée, je pouvais aussi rebondir et donc voilà, je découvre, votre travail et bah, il faut tout repenser, en fait. L'histoire à laquelle, j'avais cru, donc ça prend quand même du temps. C'est beaucoup d'échanges, quelques confrontations avec, en fait, c'est une rééducation, quoi, hein, donc ça se fait pas non plus en quelques jours, hein, il me faut des mois et puis, d'une certaine manière aussi, l'actualité qui se déroule en même temps me permet de vérifier, ce que vous dites. Je dis: «Ah bien, je comprends mieux» et cetera. Je découvre, J.R. Nyquist, c'est que voilà, je suis très intéressée aussi par sa pensée, hein et voilà, je découvre un monde aussi, qui est le cette pensée-là. Moi, je suis plutôt dans la géopolitique du psychisme, donc voilà, il faut vraiment apprendre. Donc c'est une montée en compétences, progressive, je dirais beaucoup de travail. J'écoute des fois plusieurs fois les vidéos, voilà, ça m'occupe, aussi, dans ce moment de désert, professionnel, et c'est difficile de faire entendre, à mon entourage cette, mmh, cette réalité-là, à la fois de ce que je découvre, puis bien: «Mais regardez, regardez» et c'est là que je découvre aussi que, bah, si on n'a pas traversé aussi ces questions-là, mais les gens, enfin, il faut vraiment avoir d'une certaine manière, avoir percuté ces questions-là, pour, prendre conscience après accepter en fait, ce que je disais tout à l'heure, accepter de penser autrement et c'est vrai que du coup ça libère parce que, du coup, ça devient logique. Il y a plein de choses qui deviennent logiques, hein. On comprenait pas le rapport entre ça et ça. Alors je me souviens qu'après il y a eu l'histoire de l'Australie. J'avais pas compris l'histoire des porte-avions et là je comprends mieux. Voilà, c'est des choses comme ça, petit à petit, ça s'imbrique et Oui, sur l'Australie, je croyais que vous alliez parler de l'État de Victoria qui a le plus confiné, ah peut-être en ouais, Occident et qui était un État qui avait fait un lien avec les nouvelles routes de la soie, sans l'accord du gouvernement fédéral. Donc là aussi, ça explique et c'est vrai que cette logique-là alors pourquoi les gens, ne veulent pas rentrer dedans? C'est parce qu'ils sont dans une autre logique et que c'est trop oui, dur. Vous avez dit: «Il faut du travail» et donc c'est trop de remise en question aussi. C'est oui, psychologiquement, là, c'est vous l'experte, donc dites-nous ils comment ça sont se passe? ils sont de gauche, hein. Ils sont de gauche, hein, et donc, beh, il faut aussi, revoir sa copie, c'est-à-dire, c'est tout ça là, c'est ce milieu, de bien-pensance, je le dis comme ça, dans lequel j'ai baigné, au niveau de ces soignants militants, ouverts, tolérants, donc et en fait, j'ai découvert que j'étais aussi dans un carcan de pensée et alors, j'étais pas forcément enfermée, mais je me posais pas, toutes ces questions et voilà, il y a des effets comme ça, de remise en question qui vont toucher même jusqu'à, la façon dont on m'a éduquée. Alors ces valeurs, de solidarité, tout ça, je les ai, mais en fait, au fond, ce qui a réémergé, c'est la question de la liberté. Pour moi, la liberté de parole, la liberté d'agir et je veux vivre dans ce monde-là. Donc et du coup, c'est ça aussi qui était le plus important. Bon, je me suis peut-être égarée, mais Non, non, c'est voilà, intéressant. c'était, Mais parce qu'il y a eu 2 étapes, comme je le disais. Il y a oui, eu l'étape avant la vaccination où oui, là, bon, la Chine était la seule, à pouvoir être critiquée, alors déjà certains, derrière Soral, qui a donné le ton, ont commencé à dire: «Non, non, mais c'était un laboratoire, en Chine, mais pas chinois. Derrière, c'est les Américains». mmh, Effectivement, Fauci et Daszak, bon Daszak qui est anglais, mais Fauci donc a participé assez indirectement et tardivement, mais ça leur permettait quand même de se raccrocher à ça. Mais c'était un lien très ténu, parce que la Chine, c'était quand même l'éléphant dans le salon, comme on a ah dit, oui, qui avait refusé toutes les enquêtes internationales, qui avait tout caché, qui avait balancé tout ça. Et si on regardait mes enquêtes
un peu objectivement, on voyait bien qu'il y avait une intentionnalité, hein. C'est ça l'attaque biologique. C'était pas un laborantin qui avait oublié de fermer la porte, comme j'ai ironisé par la suite. Mais après, une fois que le vaccin est arrivé, alors là, on a vu les mécanismes habituels de la gauche, comme vous dites, anti-américanisme. Donc là, les vaccins, c'est les États-Unis. Or, les vaccins, c'était la Chine, une fois de plus, avec Fosun Pharma. Et ça, personne ne l'a dit à part moi. Et du coup, eux, ça leur permettait de se raccrocher à leur discours habituel. Ah bah finalement, on a retrouvé notre méchant habituel. C'est ça. Alors les États-Unis, voire les Juifs, puisqu'Israël était mêlé à tout ça dès le début, avec de la vaccination, avec Pfizer qui avait fait un deal particulier. Ça, c'était quand même le deal à ne pas faire pour Israël, mais c'est les Israéliens qui l'ont payé. Donc, est-ce que avec cette histoire, vous avez vu là les gens retrouver leur marque quelque part et se dire ah bah voilà, finalement c'était bien les Américains, c'est toujours les salauds d'Américains. C'est toujours ça et c'est toujours, ce que j'entends, c'est très difficile de faire passer, une autre, version et ça peut même déclencher de l'agressivité, en fait, hein, parce que, il faut vraiment, revoir les choses, c'est tout ce qu'on nous a appris, en fait, et mais moi je dis: «Mais c'est pas, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, c'est peut-être plus compliqué, mais non, c'est pas ça», voilà, enfin ce n'est pas possible, hein. Donc je sais pas comment on va s'en sortir et même après il y a eu, donc du coup, je me rééduque, hein, et arrive l'histoire de l'Ukraine. Bon, je sors un peu du sujet, mais et je J'allais vous commence poser une question à là-dessus dire justement, mais vous anticipez, donc c'est parfait. je commence à dire: «Mais voilà, Poutine va attaquer l'Ukraine», comme si je voyais dans l'avenir. Mais c'était pas ça, c'était que j'avais compris, le plan à l'œuvre, donc il y avait, une logique et non, c'était, «Mais non, c'est que de l'esbrouffe, ça va pas se faire» ou «C'est à cause des Américains parce qu'ils sont» voilà. Donc tout ce discours-là, o encore aujourd'hui, je ne sais pas comment l'entamer et bon, puis je peux pas être sur tous les fronts non plus, puisque moi dans ce même temps-là, il fallait que je me reconstruise, hein, On peut heu, parler justement de votre rebond et comment vous avez réussi à vous sortir, parce que c'est quand même très violent, comme on l'a dit. oui, Parce que là, soi-disant, l'État qui protège les fonctionnaires ou après c'est pas fonctionnaires, mais enfin, la sécurité sociale, enfin, on est toujours dans ce discours de l'État nounou quasiment. Là, l'État nounou, on l'a vu, il vous a donc suspendu sans enfin, c'est suspendu, voilà, c'est pas, licencié avec un traitement, c'est mmh, suspendu, donc il y a mmh, 0 du jour au lendemain. Donc comment vous avez fait pour rebondir moi et est-ce que d'autres soignants, ont pu rebondir comme vous? moi j'avais l'image de, on peut aller se faire pendre quoi, hein, alors alors j'ai été très bien accompagnée, par mon médecin, la CPAM, puis, la médecine du travail. Jamais on ne m'a posé la question du vaccin. Dans les rendez-vous que j'ai eus, qui ont débouché sur, mon licenciement pour inaptitude. Donc, j'étais, inapte à exercer, mon travail. Donc après, Donc vous, quand même, vous avez été licencié, voilà. C'était pas j'ai été comme les licenciée. soignants, Ouais. suspendus, ça Moi, c'était ultra violent. je n'ai pas été, suspendue et Et alors licencié pour inaptitude, ça veut dire, c'était votre, burn-out là qui a été considéré comme une inaptitude par la suite? voilà, comme une inaptitude, on n'a jamais parlé du vaccin. On m'a pas posé la question de, «Et alors?» voilà, c'est et moi je n'en ai pas parlé non plus, hein, et je suis sortie de l'emploi, comme ça, avec, il va falloir, repenser, ma vie professionnelle et avec cette souffrance-là qui est parce que pour moi, c'était une vocation, en fait, mon travail. J'ai décidé très jeune de faire ce métier, j'ai financé, mes études moi-même et avec l'aide de mes parents. Enfin, c'est toute une construction, en fait, quand on devient professionnel, quelle que soit, la profession, mais quand c'est son désir profond. Donc il fallait renoncer à ça et entre-temps, je m'étais aussi intéressée à la sophrologie et j'ai vu que les sophrologues avaient le droit d'exercer. Donc du coup, j'ai financé Sans c'est-à-dire moi-même sans se vacciner? sans se faire vacciner. Mmh. Donc je me suis dit: «Bon, ben,
c'est pas tout à fait le même métier, mais c'est quand même, proche. Je continuerai à être dans une relation, thérapeutique avec les gens et à les accompagner, bon avec une autre technique et puis, je ne pourrais pas oublier que je suis psychologue donc même si, je pourrais pas le dire, hein, ou je dirais que je suis ancienne, psychologue, que j'ai été, mais qu'aujourd'hui je ne suis plus puisqu'il fallait le l'idée c'était de le formuler comme ça. Du coup, j'ai financé, cette formation moi-même. J'ai obtenu mon diplôme et entre-temps, on a de nouveau été autorisés à exercer et donc finalement, je suis sortie avec, de nouveau l'autorisation d'user de mon titre et ce diplôme de sophrologue. Donc du coup, maintenant, j'exerce, en libéral, avec ces 2 compétences, et je ne reviendrai plus jamais, salariée. C'est, pour moi, ça serait, la peur de me retrouver à nouveau dans une position où je serais, soumise, et puis si à nouveau, se déroule une situation où je ne peux plus exercer, je verrai. Je serai peut-être que sophrologue, ou ni l'un ni l'autre, voilà, je me dis entre-temps, je continue à faire mon travail qui est quand même de préserver un espace de liberté, de parole et c'est ça aussi qui m'a tenue. C'est-à-dire, j'avais quand même encore une place à tenir, auprès de personnes, heu, qui pour moi finalement représente une place de résistance en fait, l'endroit où, la parole va quand même pouvoir rester libre. Donc Donc c'est comme ça que cette oui, expérience, elle vous a changé puisqu'elle nous a tous changés, mais je trouve que c'était, un mal pour un bien quelque part parce que ça vous a ouvert déjà, à l'entrepreneuriat, donc à être votre oui, propre, patronne. oui, Plutôt que d'être, comme vous venez de l'expliquer et puis, ça vous a ouvert à toute une réalité que vous ignoriez totalement. mmh, Moi aussi d'ailleurs avant 2020, j'avais jamais parlé de la Chine, mais là, vous avez découvert tout un univers qui est fondamental pour, qu'on comprenne ce qui nous arrive. C'est-à-dire que la géopolitique même domine la politique oui. et que voilà, donc tout ça vous avez compris, donc quelles leçons vous tirez plus généralement de cette expérience? Ah c'est hem, ne pas se fier aux apparences. Attention, aux discours, convenus, bien pensants. Nos gouvernements, ne veulent pas, notre bien. On aurait pu dire ne veulent pas forcément, mais non, ne veulent pas, notre bien. Et cette question de la liberté se défend, tous les jours en fait, faut pas la laisser, justement, à nos gouvernements. Après, je suis, forcément très anxieuse, pour l'avenir, hein, j'ai des enfants. J'en ai un qui est parti vivre en Amérique du Sud, pour échapper, à toute cette histoire, hein. Donc c'est vraiment, une épreuve, heu, enfin moi j'ai senti voilà la géopolitique, hein, je l'ai vécu, physiquement dans on a voulu m'injecter un produit mais voilà c'est une souffrance, physique, de séparation aussi, moi j'ai fini par très bien comprendre le désir de mon fils de vouloir aller vivre, dans un endroit alors il a peut-être pas fait le bon choix, il est parti vivre au Mexique, mais dans un endroit où il y avait suffisamment peu d'État pour que les choses ne soient pas imposées, à la population de la sorte. Mais en tout cas un désir de rester libre Oui, alors, et quand vous dites, par rapport au gouvernement, le piège que nous tendent, nos ennemis, c'est de haïr nos gouvernements.
Mmh. Et on a toutes les raisons de les haïr, en effet, pour ce qu'ils nous ont fait. Mais en fait, c'est pas les gouvernements, parce que là, à ce moment-là, on tombe dans l'anarchie et on tombe mais Oui, c'est, ces représentants-là, à ce oui, moment-là, qui ont fait oui. ça et ces gens-là, ils étaient animés par une idéologie en particulier qui est le communisme. Donc est-ce que ça vous a ouvert les yeux au fait aussi sur le fait que le communisme n'est pas mort, mais qu'il est bien vivant et que malheureusement, il s'impose à nous de plus en plus? Ah oui, oui et presque voilà, je ne vois plus que ça. Un peu, oui, effarée aussi de ne l'avoir pas vu. Alors je pense que certains ne ceux qui sont activés dans certains, lieux de décision ne le savent même pas non plus. Enfin, c'est comme je disais, c'est pas pensé, c'est pas, ils ont l'impression de faire le bien. Si, dans les échanges, je dis: «Mais enfin bon, quand même, voilà, par exemple, ça, c'est une mesure non pas ultra capitaliste et c'est plutôt du communisme, mais c'est pas possible en fait. C'est comme si je défaisais quelque chose de bien solide hein, sur les qui font leurs pieds, n'arrivent pas à voir. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment, d'une certaine manière, percuter. Alors, peut-être s'avancer dans la guerre va réveiller encore, va continuer de réveiller certains. Malheureusement, je me dis qu'il va falloir peut-être ça pour que les gens voient. Et c'est très long. Alors certains commencent donc il y a des gens qui sont malades autour de moi du fait de l'injection possiblement. Donc malheureusement, du coup, je leur renvoie. Donc il y a quand même des associations qui recensent les effets secondaires. Donc je dis: «Mais tiens, là, ce que tu as peut-être, regarde». Mais maintenant, je laisse aussi les gens cheminer parce que je me dis, je ne peux pas avoir ce rôle. Il faut que les gens, voient par eux-mêmes, hein. D'une certaine manière, c'est pas possible, de Certes, mais n'oubliez pas que c'est un ami qui oui, vous avait parlé de moi, donc c'est oui, important que vous ah qui oui, avez oui. compris, Mais en moi, je le parliez et ouais. Mais ce qu'il m'a dit, j'étais prête en fait. J'avais besoin qu'on me donne une clé pour, ouvrir une porte. Peut-être que, 6 mois avant, je l'aurais pas saisi. Alors il y a quand même quelque chose, pardon, qui m'est revenu. Au tout début, de donc au dé les 2 premières semaines du confinement, j'ai vu quand même quelqu'un sur un plateau télé, après impossible de retrouver. C'était quelqu'un qui était informaticien, mais dans le domaine de la finance, qui était interviewé et qui a dit: «Ça vient de Chine, je l'ai vu». Alors lui, il le voyait à travers les mouvements financiers qui avaient eu lieu quelques semaines avant, l'arrivée du virus et il le disait il avait été coupé dans l'interview et ça m'est revenu, beaucoup plus tard. Je n'ai jamais retrouvé ni le nom de cette personne, ni la vidéo, mais je me dis: il y en a d'autres qui l'ont vu par un autre bout. À un moment donné, ça va venir. Bon, après, il y a ceux qui retournent leur veste aussi et qu'on aura du mal à dénoncer, parce qu'ils diront: «Non, mais on savait pas» et cetera, alors qu'en fait, ils sont mouillés. C'est ça, je sais pas. Est-ce qu'il y aura un jour des procès? Heu, hem, bah, en tout cas, je on garde toutes les traces, pour oui, que ça puisse avoir lieu. oui, Parce qu'un Véran, par exemple, là, il est parti dans le privé, il fait je sais pas quoi de la chirurgie esthétique maintenant, oui, on va pas le lâcher, hein, Véran, hein. mmh, Après tout ce qu'il a fait, mmh. c'est sûr. Donc, bah, écoutez, Zoé, je vous remercie, infiniment pour cette, heure et demie qu'on vient de passer ensemble. C'était très intéressant, plus d'1 heure et demie. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'aimerais vous laisser le dernier mot pour que vous puissiez, bah, dire ce que vous avez sur le cœur, voilà, qui est important pour vous. Merci. Enfin, je l'ai déjà dit, mais merci à vous et à aussi, les gens qui travaillent avec vous, ceux que vous appelez votre premier cercle parce que enfin voilà, on sent qu'il y a, du soutien, Je ne pourrais pas faire ça tout seul, je vous ouais, confirme, hein, et je les remercie ici, en passant. Je les il y a remercie il y souvent, a ils le méritent.
Donc voilà, je les remercie aussi. Il y a aussi une dimension de courage, hein, qui m'a beaucoup marquée. Je pense qu'il m'a aidée aussi à me dire: «Bon voilà, bah, t toi aussi quoi». Alors à ma façon, hein, là moi j'interviens, sans la vidéo parce que, voilà, il faut que je continue à mener ma barque, mais voilà, j'ai essayé, à ma façon de résister. Et puis, peut-être il y aura d'autres moments où j'apparaîtrai, je me le sentirai. Voilà, et puis moi je pense, à nos enfants, à leur avenir, et je suis effrayée à l'idée, par exemple, qu'on puisse vivre un jour, dans un monde comme en Chine. Pour moi, c'est l'horreur absolue, hein, donc et pour moi, tout est prétexte dans le quotidien à lutter contre l'avancée du communisme, en fait, voilà. Et de ce matraquage, intellectuel. Il faut qu'on reste libre, qu'on puisse parler, réfléchir, construire, et oui, enfin être solidaire, bien sûr, heu, mais avec, un soutien de la responsabilité individuelle. Oui, et en tout cas, merci à vous aussi de me soutenir parce que c'est, parce qu'il y a des souscripteurs qui mettent la main à la poche, hein. C'est une chose de parler de mes vidéos et j'apprécie évidemment, mais le nerf de la guerre, là, c'est Oui, vraiment le cas, parce que moi je suis pas subventionné, par, X ou Y évidemment. Donc, je ne compte que sur mes souscripteurs et lecteurs. Donc je vous remercie infiniment, là en direct de m'avoir soutenu depuis que vous m'avez découvert oui, et donc, si vous voulez rejoindre Zoé, évidemment, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de découvrir bah, tout ce système-là dont on a parlé et qui est vraiment tentaculaire. Donc, il y a des centaines et des centaines de vidéos qui vous attendent. Et vous en aurez besoin pour avoir la clé. Là, j'aime bien l'expression, c'est que moi, c'est ce que je fais au quotidien, c'est cette clé. Je ne cherche pas les biais de confirmation. Évidemment, ça, c'est mon travail aussi de voir ce qui irait à l'encontre de mon modèle, entre guillemets, de ma théorie, mais malheureusement, parce que je suis une des personnes les plus ouvertes en termes journalistiques, hein, j'ai interviewé énormément de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, je demande le débat systématiquement avec les autres, qu'ils le refusent eux, c'est bien la preuve que justement, eux veulent rester dans leur bulle. Et donc, c'est pour ça que je pense que voilà, la vérité, maintenant, c'est ce qu'on ne voulait pas voir, mais que de plus en plus, on est obligé de voir parce que ça continue et que la Chine communiste et le communisme en général continuent de plus belle. Et ça me fait plaisir que des gens comme vous le comprennent. Et j'en suis flatté parce que quelque part, j'y suis un peu pour quelque chose. oui. Mais je ne pourrais pas continuer ce travail sans des gens qui ont souscrit et qui découvrent en même temps ce contenu. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance aussi, parce que c'est pas évident quand on est un journaliste indépendant et qu'on n'a pas tout le système avec soi, parce que maintenant, je suis vraiment censuré de partout. Et donc, les gens se méfient, ils vont sur la page Wikipédia, ils disent: «Oh là là, c'est qui ce Jean Robin?» Je parle un peu de tous les sujets en plus, donc on aime bien quand les gens sont monomaniaques sur un sujet. Bref, et donc, bah, j'étais très content de cette interview et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier aussi votre courage et votre témoignage. Donc peut-être un jour, on verra votre visage, comme j'ai pu le voir là en privé. Mais ça dépend de vous. Et puis là, on a eu quand même l'essentiel. Mmh. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce temps passé et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci.